Un dernier bonjour pour cette dernière table ronde consacrée à l'IoT et son impact positif. Donc un sujet un petit peu différent, même s'il a déjà été abordé le long des différentes interventions aujourd'hui. Avant de vous présenter les quatre intervenants à ma droite, un petit mot. Donc je m'appelle Pierre Métivier, je suis blogueur, blog s'appelle Avec ou Sans Contact sur l'IoT depuis une dizaine d'années. Et on va travailler un petit peu sur, on va échanger un peu plus sur ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous, plutôt que sur les entreprises. On va regarder ce que Aristote disait, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Tous, c'est nous, chacun d'entre nous. Et puis un autre marqueur qui est important, que vous devez connaître, qui sont les objectifs de développement durable des Nations Unies, ou les SGD en anglais, les Sustainable Goals, Development Goals, et qui sont ce que chacun d'entre nous sur la planète devrait avoir. C'est pas seulement la pollution, la qualité de l'air, c'est la santé, c'est tous ces sujets qui nous impactent. Et du coup, on va aborder les trois interventions que nous aurons seront dans ce domaine-là, c'est-à-dire la ville, on l'a déjà vu, mais la santé, et puis ce qu'on peut faire chacun d'entre nous dans le domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider au développement de l'IoT et comment donc l'IoT va impacter positivement cette planète. Alors, avec nous, pour parler de tout ça, j'ai quatre intervenants, dont un que vous connaissez déjà. Donc, à ma droite, Laurence Allard. Alors, je vais lire quand même tous ces titres, parce qu'il y en a beaucoup. Maîtresse de conférences en sciences de la communication, chercheuse à l'université Paris 3 IRCAV. Donc, c'est une sociologue spécialiste des capteurs et des mobiles. Elle a publié un livre que je suis en train de lire, que je recommande, qui s'appelle « Écologie au pluriel du smartphone », donc en plein dans les sujets qu'on a vus. Et elle suit l'implication de la technologie, du numérique sur les citoyens depuis un certain nombre d'années déjà. Donc elle pourra nous parler de tout ça. Et pour la petite histoire, on a organisé ensemble, en 2013, la première version de l'IoT Day. Donc c'est un retour qui nous fait plaisir. Voilà. À sa droite, Emmanuel François. Alors il a plusieurs casquettes. Alors je ne vais pas à lui, son CV, ça ferait les 45 minutes de la présentation. Mais en gros, il est président de la SBA, qui est la Smart Building Association. Et c'est un vrai sujet, c'est comment on met d'accord tous les parties prenantes, comme on dit sur ce projet, tous les parties prenantes de la ville. La ville, c'est le transport, c'est les parkings, c'est les immeubles, c'est les maisons, c'est les services publics, c'est les commerçants. Comment on connecte une ville quand il y a autant de parties prenantes. Mais c'est très important, il va nous expliquer pourquoi. Après... Alors, je finirai par Antoine. Et puis, tout au fond, quelqu'un que vous connaissez, qu'on va remercier, peut-être Maurice, qui a tout organisé depuis le début, qui sera notre grand témoin, qui aura la liberté de poser les questions à nos intervenants quand il le voudra. Et en fin de ces 45 minutes, il fera une petite conclusion. Et merci Maurice pour avoir organisé tout cela. C'est une très, très belle organisation. Voilà, et on va parler santé pour commencer, avec Antoine Bertrand. Et Antoine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré depuis un certain temps, que j'admire beaucoup et qui va expliquer son histoire. Je vais juste faire un petit teaser. Il était étudiant à l'Epitech, malade, et d'une maladie grave. Et il a trouvé une solution et il va vous l'expliquer. Antoine. Waouh, quelle intro. Merci Pierre et bonjour à tous. En fait, au départ, moi je suis patient expert atteint de mucoviscidose. Et effectivement diplômé d'Epitech. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu plus de 7 ans, j'ai connu une évolution considérable de ma maladie à cause d'une crise qui n'avait pas été détectée à temps. En l'occurrence, c'était un problème dû à mon environnement, un appartement qui m'avait été dit remis à neuf alors que ça n'avait pas du tout été le cas, ce qui a causé plein de problèmes de santé. Et ça m'a causé de rester à peu près 2 mois en cure intraveineuse à l'hôpital. Et à ce moment-là, et j'étais étudiant donc à l'Epitech, se lançaient les projets de fin d'études. Et donc avec mon équipe, on s'est dit comment faire pour que ça n'arrive plus jamais. Et qu'on utilise les capacités, la puissance des nouvelles technologies et de l'IoT évidemment, au service de l'amélioration de la qualité de vie des patients et de la prévention des complications de ces maladies. Et donc, ça fait maintenant 2 ans qu'à la suite de notre victoire sur le challenge national de l'école, on a créé Phil, qui est donc la société que j'ai cofondée avec mes associés, où on traite justement de solutions de télésuivi pour les patients atteints de maladies chroniques, en particulier respiratoires, puisque c'est de là où on vient. Voilà. Alors, tu peux décrire peut-être quels sont les objets connectés que tu utilises pour faire ce suivi et
Et le traitement des données derrière, hein. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'utiliser les capteurs au sein d'une solution plus globale que l'on a développée. Et on travaille pour ça avec des partenaires, dont certains que vous connaissez probablement, la société WeThings notamment. L'idée, c'est de pouvoir en fait allier les données qui vont être des données objectives, récupérées, mesurées directement au domicile du patient, complétées par finalement des ressentis, des données qui vont être renseignées directement par les patients via nos applications et transmises à l'équipe soignante. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir en fait anticiper sur les complications, tout ce qui va être finalement lié à la santé du patient et de pouvoir éviter tout ce qui va être hospitalisation, etc. Juste décrire les objets que tu utilises ou que tu as Oui. commencé à utiliser, parce que c'est nos objets, hein, c'est nos montres. C'est vrai, exactement. Alors, on a intégré plusieurs objets, mais en fait, l'important pour ça, et le message que je voulais faire passer par rapport à ça, c'est que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de personnaliser le dispositif et du coup que chacun puisse choisir les objets qu'il souhaite. Et donc on a une montre, une balance, un capteur sous matelas qui va récupérer notamment la fréquence respiratoire au repos, qui est un indicateur clé. Il va y avoir également un spiromètre qui va pouvoir récupérer la capacité respiratoire. Mais toutes ces choses-là, l'idée c'est de le mettre au service de l'empowerment du patient. Donc le pouvoir d'agir de nous tous, en fait, citoyens et patients pour certains, c'est-à-dire de pouvoir finalement choisir un peu ce qui va nous arriver et les conséquences en fait de cette surveillance-là, co-construite avec les médecins évidemment. C'était la question suivante, c'est comment tu travailles ensuite avec les équipes soignantes, les médecins, l'hôpital? Exactement, parce que en fait, quand on parle de capteurs, ça peut, notamment à l'hôpital, etc., ça peut tout de suite faire un petit peu peur. Et l'idée pour ça, c'est de pouvoir accompagner ces gens-là, que ce soit les patients à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et donc pour ça, de construire un cadre, c'est ce qu'on a fait, de construire un cadre qui va regrouper ces données, qui va simplifier l'utilisation et routiniser l'utilisation de ces capteurs dans un cadre plus global et accompagner les équipes sur ce qu'on peut en faire finalement, parce que c'est ça l'objectif. Il y a encore deux petites questions et on passera à nos autres intervenants. La gestion de la donnée, parce que on va aussi, on en discutera avec Laurence aussi, avec Emmanuel, l'importance de cette donnée anonymisée qui peuvent être utilisées pour soigner d'autres personnes. Enfin, la médecine, on dit souvent la médecine, elle sera préventive, prédictive, personnalisée et participative. Cette donnée que vous accumulez, participative, permet également de soigner cette maladie, peut-être d'autres. Tout à fait, exactement. Alors, ce que j'aime bien, c'est, tu as dit, hein, préventive, ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Participative, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que historiquement, un patient, ça s'appelle un patient parce que ça attend justement et parce que et là, l'idée, c'est de devenir acteur par rapport à ça. Donc ça transforme un peu les choses et personnalisé parce que chacun a son appropriation finalement du numérique, de l'utilisation de ces objets, etc. Nous, le but, c'est finalement de s'adapter à ce que et de favoriser des pratiques qui sont favorables justement à l'état de santé, à l'amélioration de l'état de santé des patients. Maintenant, on va dire que ces 4P, cette médecine des 4P, finalement, elle est complètement alignée avec l'axe du numérique et de l'utilisation de l'IoT. Donc, je dirais que oui pour la mucoviscidose, bien sûr, pour les maladies chroniques respiratoires, parce que c'est ce sur quoi on est en train de travailler, mais aussi un point sur le fait que là, en ce moment, à l'échelle nationale, dans la feuille de route du numérique en santé, est en train d'arriver et est prévu pour l'arrivée dans le droit courant dans ces prochains mois, la télésurveillance médicale. Et la télésurveillance médicale représente l'usage justement de ce type de capteur pour récupérer de la donnée directement chez les patients et à son domicile et pouvoir anticiper, en fait, mieux soigner auprès des équipes. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver et donc c'est quand même un petit peu une révolution qui d'ailleurs n'a pas commencé en France, hein. Ça fait quand même quelques années que ça existe aussi ailleurs, aux États-Unis notamment. Et donc là on arrive sur des cadres d'usage très concrets. Très bien. On va passer aux autres intervenants, mais on pourrait passer 2 heures avec Antoine. Et comme les autres interventions, on fera les questions à la fin. On va penser à Emmanuel. Emmanuel, c'est aussi la ville, c'est un système complexe. On a vu quelques exemples toute la journée.
On a vu la qualité de l'air aussi, pour revenir avec ce que tu disais tout à l'heure. On a parlé de la qualité de l'air, on a parlé et on en reparlera aussi avec Laurence. C'est les transports, c'est l'école, c'est le bureau, c'est la maison. Comment on travaille, comment on fait, comment les capteurs vont faire pour que la ville soit une ville du citoyen, heureuse, détendue, ce qui n'est pas le cas pour l'instant quand on vient en voiture et qu'on essaie de se garer, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que ça marche, ouais. Bien sûr, il faut instrumenter avec des capteurs, des actionneurs, mais ensuite, il faut effectivement gérer ces données pour une interaction en temps réel. C'est ça l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, ville intelligente ou bâtiment intelligent, c'est à partir du moment où on crée le lien entre différents écosystèmes pour des actions en temps réel et des interactions en temps réel. Donc aujourd'hui, en fait, il faut organiser la gestion des données à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier, sur des verticales comme la santé, comme la mobilité, comme la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau. Mais ça veut dire qu'il faut avoir accès à ces données et que ces données soient locales, soient accessibles en temps réel. Voilà, donc ça, c'est la vision qu'on porte notamment à la SBA. On parle d'operating system du bâtiment, d'operating system du quartier, de jumeaux numériques, et qui permet donc d'avoir cette gouvernance de la donnée organisée. Ce que je voudrais simplement conclure sur cette première question, c'est qu'on va dans un monde où tout citoyen, toute infrastructure, tout bâtiment, toute mobilité sera connecté et interagira en temps réel. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, on y va. Et maintenant, ce qui est important, c'est justement d'organiser cette gouvernance des données, cette interaction en temps réel pour un citoyen éclairé, responsable, impliqué. Et donc pour une société beaucoup plus responsable, beaucoup plus durable. C'est fondamental, hein. C'est ce pourquoi je me bats aujourd'hui tous les jours. C'est pas pour faire du business, c'est justement pour, quelque part, aller vers une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus juste et beaucoup plus sobre. Comment on arrive à convaincre tous les parties prenantes? Parce que pour la ville, donc il y a le citoyen, donc ce qu'on est en train de faire, il y a les industriels, il y a les gouvernements, il y a les mairies, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont leur mot à dire. Comment on arrive à convaincre? Alors je sais qu'il y a l'exemple de New York que j'aime bien, les lignes de l'électricité que tu cites souvent, mais là c'est encore plus complexe puisqu'on a les opérateurs de transport, on a tous ceux que j'ai cités jusqu'à le début. Comment on arrive à mettre tous ces mondes-là autour de la table et leur faire accepter cette responsabilité que tu décris? Alors, ce qu'il y a, c'est que on change de société aujourd'hui. Effectivement, on est dans une société très silotée qui est le résultat de l'organisation même de notre société. Et avec le numérique, on a changé complètement de société. Moi, je parle de rupture civilisationnelle. Et il faut peser les mots. Et en fait, cette notion de silo, elle est en train de se diluer. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur une approche top-down, très jacobine, très pyramidale, alors qu'en fait, avec le numérique, on voit bien qu'on est beaucoup plus en réseau, en organisation neuronale. Mais c'est fondamental ce que je dis, parce qu'en fait, c'est toute notre société qui est à repenser, à revoir. Et donc, effectivement, on dit aujourd'hui comment on met tous les acteurs ensemble pour qu'ils se parlent. Déjà, c'est parce qu'en fait, il faut changer tous les modes d'organisation à 180 degrés. Il faut beaucoup plus partir de la base. Ensuite, il faut qu'effectivement utiliser les technologies modernes, les technologies actuelles, pour lier tous les acteurs ensemble et les responsabiliser, non pas à l'instant T, mais sur la durée de vie d'un projet, d'une solution. On a vu avec Kerlink l'intérêt de la blockchain, mais effectivement, la blockchain va venir totalement révolutionner cette organisation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ville intelligente, de bâtiment intelligent. Ça n'existera pas si on ne repense pas les modèles économiques et le cadre juridique. Ça n'existera pas. Et là, aujourd'hui, en fait, on est juste au début. Parce qu'en fait, tous les acteurs dont tu parles, ils restent encore sur les anciens modèles, en se disant,
je mets une dose de numérique, mais je reste dans mon ancien modèle économique, très siloté, et comment je vais faire plus d'argent, comment je vais être plus... Voilà, mais c'est fini ça, ce modèle-là, il est en train de s'étioler. Et donc, en fait, c'est comment tous ces acteurs, maintenant, vont travailler ensemble et comment on va évaluer leur contribution sur la chaîne de valeur, et non pas à l'instant T, mais sur la vie du projet. C'est vraiment un vrai changement. Et là, l'action du citoyen est fondamentale. On y reviendra dans 1 minute avec Laurence, parce qu'elle représente les citoyens dans ce panel, la façon dont je l'ai organisé. Une dernière question de ce premier round de questions pour vous trois. Et Maurice, tu interviens quand tu veux et tu poses des questions quand tu veux. Quand on aura des centaines de milliers d'objets, voire des millions d'objets dans la ville, comment on fait pour l'empreinte carbone, pour la sécurisation, pour les données? Enfin, il y a d'autres sujets. Il y a la gouvernance, mais il y a également ces 2 grands sujets. Ah, bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun y va de ses capteurs, de ses solutions très silotées. La qualité de l'air, la sécurité des personnes, la santé, le bien-être, le confort, etc., etc. Et on arrive avec un capteur, un actionneur, une application très verticale. Eh bien, je le dis ici, c'est plus viable. Et de toute façon, on ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de ressources. On a entendu tout à l'heure, est-ce que vous savez faire des gateways, vous, Kerling, encore? Mais bien sûr, il y a un vrai problème de composants. Donc, en fait, on est obligé aujourd'hui d'aller vers des solutions transversales, ouvertes, interopérables. Première chose. Donc, c'est fini les solutions propriétaires, fermées, dédiées à un seul service. C'est-à-dire qu'il faut avoir des capteurs, des solutions qui sont les plus plurielles possibles. Ensuite, effectivement, on parle souvent d'objets connectés. Eh bien, là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais c'est parce que c'est une conviction viscérale. C'est qu'aujourd'hui, on déploie des capteurs sans fil partout. Bientôt, il y en aura dans les chaises, il y en aura dans les fenêtres. Eh bien, c'est pas possible d'avoir des capteurs avec des piles. Ça ne marche pas. On va pas changer les piles dans des fenêtres tous les 2 ans, tous les 3 ans ou tous les 10 ans. Dans des fauteuils, dans des vannes thermostatiques. C'est hors de question. C'est pas durable. Donc effectivement, il faut aller vers des solutions qui soient autonomes en énergie, et ça existe, en utilisant la lumière, en utilisant l'impulsion, en utilisant la vibration, en utilisant la rotation, en utilisant le fluide comme les vibrations. Et ça existe. Hein. Je vous donnerai 2-3 exemples si vous voulez. Et puis, aller vers des protocoles ultra low power. Et combiner du LAN avec du WAN. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il faut effectivement repenser cet univers-là et aller vers des solutions, une fois de plus, interopérables. Ça a été échangé plusieurs fois dans la journée, le mélange LP1 avec du 5G et du LTE. Laurence. Alors, Laurence, il y a plus de 10 ans, elle avait déjà inventé un concept. Je crois que c'est toi qui l'as inventé, de citoyen capteur. Donc, elle nous a en parlé. Non. Et donc, elle a aussi développé ses propres capteurs qu'elle aurait pu montrer, mais elle a oublié de les amener. Et donc, ton expérience par rapport à ça, et puis comment tu vois l'évolution depuis 10 ans, depuis que tu as commencé à travailler sur ces sujets? Bien, c'est-à-dire, nous, on a pris le problème que vous soulevez maintenant il y a 10 ans. Donc, cette idée qu'il y aurait un problème de durabilité, en fait, à connecter tout et n'importe quoi pour des usages plus ou moins intéressants. Donc, on était parti de développer, dans le cadre d'une association, c'est en observant un petit peu justement un peu le monde, notamment des objets connectés, les jeux d'acteurs, etc., que finalement, en tant que citoyenne, je me suis dit, mais ça serait intéressant de développer, un peu comme toi, des usages qui ne sont pas représentés parce que nous ne sommes pas représentés en fait dans ces jeux d'acteurs. Donc c'est un peu ce qu'on peut appeler des technologies situées ou qui partent des besoins endogènes de malades, de femmes, de publics précaires, donc qui ne sont pas représentés, donc qui ont cette démarche d'inclusivité. Et puis donc diversifier les usages. Et puis aussi penser dès la conception en fait la
la dimension de durabilité, donc des modularités, de l'interopérabilité par rapport à ce qu'on voulait capter. Et on a fondé cette association qui s'appelle Labo Citoyen avec des premiers capteurs qui étaient des capteurs de NOx, de dioxyde d'azote. Voilà. Le capteur a été utilisé par Élise Lucet dans l'émission Cache Investigation Scandale Diesel de 2016. Donc, c'était des petits capteurs dans des boîtes de dérivation, voilà, et qui pouvaient être justement dessoudés parce que ça fonctionnait sur un Arduino. Donc, voilà, on pouvait changer le capteur de NO2 pour un capteur de particules. Voilà, donc c'était l'idée de pouvoir, à partir d'une même plaque, pouvoir en effet mesurer différents types de polluants, donc de ne pas dédier justement un capteur de NOx, un capteur de particules. Et puis avec des usages qui pouvaient être intermittents dans la connexion, c'est-à-dire on n'était pas forcément tout le temps connecté. On pouvait choisir de ne pas avoir de smartphone si on n'a pas de smartphone. Voilà, donc de créer des scénarios d'usage adaptés à chaque public. Et voilà, donc on a développer ce type de projet avec ce que j'ai appelé un contrefait en fait, des scénarios socio-techniques qui étaient présentés par Le Monde, les jeux d'acteurs de l'IoT à l'époque. Ça nous a amené à développer en 2015 aussi un anti-Linky ou un Linky justement dont les données ne sortaient pas du foyer et qui avait été donc implémenté dans des foyers plutôt en précarité énergétique qui disposaient du chèque énergie de la ville de Paris. Et là, on avait justement avec les habitantes et les habitants, mais il y avait beaucoup de femmes, de mamans voilées, de toute la diversité confessionnelle, de couleurs, voilà, de social qu'on peut imaginer dans Paris. On avait tous mené des ateliers de fabrication avec des mutualisations de savoir, à la fois des étudiants, des habitants qui avaient leurs propres besoins, la CNIL qui était venue aussi regarder cette expérimentation avec intérêt parce qu'ils étaient en train de négocier le pas de collecte avec Linky de l'autre côté. Donc ça les intéressait de voir qu'en effet, en monitorant la consommation électrique de son foyer, on connaît à peu près la vie d'un foyer, à quelle heure on se réveille, à quelle heure on se couche. Donc ça a servi aussi à demander à Linky de l'autre côté d'avoir un pas de collecte H24. Voilà, donc ça a été aussi un contrefaire en fait, aussi vis-à-vis d'un capteur un compteur qui était en train de se développer. Voilà, donc ça ce sont les expérimentations. Donc c'est des technologies situées dont dès l'abord, dès la conception, on va imaginer la durabilité, la modularité, et puis finalement en fonction des besoins de publics qui ne sont pas forcément représentés dans les mondes de la tech, comme on dit. Voilà. Et alors depuis, il y a des hackerspaces qui se sont développés, où il n'y avait pas beaucoup à l'époque, et qui vont dans cette direction de donner aux citoyens la possibilité de créer des objets connectés par eux-mêmes. Ouais. Justement, ce qui était intéressant dans cette expérimentation, c'est qu'on travaillait avec le hackerspace de l'ENS Ulm, donc les informaticiens, je pense, les plus brillants, avec l'épithèque de France, voilà. Et puis, qui ont développé, je sais pas moi, un petit script sur une super carte SD, parce qu'on travaillait sur des Raspberry Pi. Donc, ils faisaient du Python sur une carte SD. Ça n'a jamais pu être refait. Quand on a mis le code en open source, personne n'a jamais pu refaire ce qu'ils avaient réalisé. Mais il y avait également donc, des habitants. Il y avait le fabelier du CRI qui est de Paris 5, de Paris Descartes. Donc, il y avait différents types de compétences. Des personnes qui avaient travaillé dans le monde de l'énergie. On avait aussi travaillé avec RTE. Enfin, il y avait tout un ensemble, la CNIL, donc tout un ensemble de compétences qui se retrouvaient là le samedi à échanger sur leur savoir, leur savoir-faire. Et donc ça, ce sont des espaces précieux parce que finalement, on était hors travail. Et on était dans ces instances un peu ce qu'on appelle de la société civile, c'est-à-dire il y a l'entreprise, il y a le domicile, mais des lieux finalement où des citoyens se rassemblent en tant que citoyens pour développer des projets. Eh bien, il y en a peu, et autour de la civilité technologique, c'est-à-dire se rassembler autour de la technologie en tant que citoyen, citoyenne, bien finalement, ces hackerspace, makerspace, Fab Lab jouent ce rôle et sont des espaces intéressants. Alors, on change un petit peu de sujet, mais ils sont très parallèles. Là, c'est une question pour vous trois, l'un après l'autre. On sait qu'on a des capteurs. Les capteurs, ils sont là, la technologie est là, elle est partout. Et du coup, on génère de la donnée. C'est le nerf de la guerre. Alors, la donnée, elle est médicale, donc il faut la protéger. Elle vient de la ville, il y en a beaucoup. Elle vient des citoyens. Comment on peut imaginer toute cette donnée ? Comment on va la ranger ? Comment on va la protéger ? Comment on va faire en sorte qu'elle soit utile pour la planète, toujours en pensant
à mes 17 objectifs du développement durable voilà, de l'ONU. Comment on fait avec ces données? Ça fait très peur, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir des données citoyennes stockées dans un coin qui sont gérées par les citoyens? Est-ce que les entreprises peuvent marcher? On parle open data, etc. Mais comment ça peut fonctionner dans 5 ans, dans 10 ans? C'est le nerf de la guerre, en fait. C'est pas les capteurs. Les capteurs, ils sont là, ils sont disponibles, ils sont pas chers. C'est la gestion des données, la gouvernance, comme tu disais, Emmanuel, tout à l'heure. C'est quoi la suite? Bah, je peux prendre le relais. C'est clair que moi qui suis allé au CES chaque année, sauf cette année, j'étais toujours émerveillé par ce qui se passait, mais je me disais aussi, on va dans un monde où on est un véritable apprenti sorcier, et quelque part, c'est dangereux. Voilà. Et plus j'avançais, plus je me disais, c'est dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien sûr, j'ai monté l'ASBA, mais j'ai aussi monté un fonds de dotation qui s'appelle MAGE. Et puis là, maintenant, je suis en train de monter un mouvement citoyen que j'espère mondial, qui s'appellera Citizen Nation. Et je vous en parlerai un tout petit peu. Mais parce qu'en fait, cette donnée, hein, quelque part, puisqu'on on change de société, on change de civilisation, et la donnée est au cœur de cette transition. Mais si la donnée est au cœur de cette transition, la gouvernance de la donnée est au cœur de cette transition. Et elle est au cœur de la gouvernance même de notre société. Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que si effectivement on n'est pas conscient que cette gouvernance de la donnée va impacter sur notre gouvernance à nous-mêmes, mais on perd notre liberté individuelle. C'est un enjeu d'éthique. Et c'est un enjeu d'éthique qui est imminent. Imminent. Donc aujourd'hui, moi, ce que je préconise, c'est qu'effectivement, on aille vers une gouvernance locale, comme le dit Laurence, comme elle l'implore. C'est qu'on aille, tout à l'heure, j'ai entendu, on parle de solutions edge, ben effectivement, qu'on aille vers des solutions edge, des solutions de gestion locale. On parle d'operating system, du bâtiment, du foyer. Ces données, elles doivent rester localement. Hein, et si je veux qu'effectivement, qu'il y ait des acteurs qui fassent des services sur ma donnée, par exemple, le compteur Linky, pas de problème. Eh bien, en fait, je dis déjà, le compteur Linky, il est beaucoup trop performant par rapport à ce qu'on en a besoin. Il faut juste transmettre une donnée de comptage énergétique vers un operating system local. Et l'opérateur énergétique, s'il veut opérer des services, il a un contrat entre moi-même et lui, ou entre moi-même et un tiers de confiance et lui, pour gérer cette donnée, suivant un contexte bien défini, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je parle de l'énergie, mais comme c'est pour l'eau, comme pour tout, hein, eh bien, c'est-à-dire qu'il faut inverser complètement les modèles aujourd'hui qui sont basés, parce qu'effectivement, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on ne connaissait pas forcément le edge, on ne savait pas qu'effectivement, on pouvait gérer dans un composant autant de mémoire. Maintenant, on peut le faire. Et donc, il faut effectivement aller vers des solutions hybrides, parce que quand il faut stocker beaucoup de données, on va aller vers du cloud, mais au niveau local et à l'instant T, il faut que ça soit local. Et il faut une gouvernance locale, au niveau de nous-mêmes, au niveau de la copropriété et au niveau du quartier. Et moi, aujourd'hui, je parle d'assemblées citoyennes numériques. Il faut effectivement créer ces assemblées citoyennes numériques, comme il faut aussi un tiers de confiance à l'échelle du bâtiment du quartier. Et cette assemblée citoyenne numérique, elle est responsable de la gouvernance de la donnée des citoyens. Et comment on appelle assemblée citoyenne en grec? Tu me l'as dit au téléphone. Moi, il y avait Agora, mais c'est pas Ecclésia. Agora. Ecclésia, voilà. Et donc, je parle d'église numérique. Je parle d'église numérique. Et pour incarner cette église numérique, eh bien, effectivement, on va parler de mini data centers au niveau des quartiers, comme on va avoir des mini serveurs au niveau des bâtiments. Et tout ça, faut le construire. Faut le construire. Et même, je parle de druide numérique, parce qu'effectivement, aussi pour provoquer, pour aller vers un petit peu vers le passé, mais quelqu'un qui est le tiers de confiance, entre les citoyens et les acteurs prestateurs de services, et quelqu'un qui est sachant et en qui on a confiance. Mais c'est une société à repenser. C'est pour ça que je monte ce mouvement citoyen Citizen Nation, parce qu'en fait, c'est que le citoyen qui pourra, par sa force au niveau mondial, dire cette société-là, on ne la veut pas. Une société où la donnée sert au contrôle du citoyen, comme ça se passe dans certains pays à l'Orient, on n'en veut pas.
Cette donnée-là, qui sert pour l'enrichissement de certains acteurs uniquement, on n'en veut pas non plus. Et moi, je parle d'une voie européenne. La troisième voie, c'est celle que je porte dans Citizen Nation et dans MAJ, où c'est le citoyen qui reprend la gouvernance de ces données. C'est fondamental et c'est l'enjeu, non pas des prochaines décennies, des prochains mois. Alors, je voudrais entendre Antoine sur le sujet, sur Phil, parce que non, mais il y a les données personnelles qui sont les données de santé, donc qui vont être gouvernées par c'est leurs propres données, mais pour pouvoir avancer, pouvoir faire une liaison entre la pollution, des données qui sont de la ville, il peut y avoir un lien entre les maladies qu'il peut avoir ou que ces patients ont, et puis d'autres facteurs bien entendu, externes. Donc, il faut faire le point. Donc, qu'est-ce que tu en penses Alors, totalement en phase. Moi, je dirais que dans la santé, la question, elle est double parce que il y a d'une part ce qu'on va pouvoir faire sur l'aspect finalement soins courants, donc ce qui regarde le patient. Et là, pour le coup, entre guillemets, le patient est uniquement son équipe soignante. Il y a quand même des règles par rapport à ça, des cadres qui sont stricts, et c'est normal. C'est important que n'importe qui ne puisse pas avoir accès à ce genre de données qui sont extrêmement confidentielles. C'est d'ailleurs le secret médical. Maintenant, il y a une autre chose qui existe déjà aujourd'hui, mais qui est en train de se démocratiser de plus en plus, c'est l'utilisation dans la recherche de ces données. Et ça, là, moi, je rejoins totalement Emmanuel, voilà, pardon, parce que, en fait, les cadres sont